Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez travaillé au quotidien avec un homme qui, dans son jardin secret, cultivait la fidélité, mais seulement en amitié. Vous partagez cette qualité. Un jour, vous lui avez fait une promesse que vous avez tenue en écrivant un livre qui porte ce titre. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour Jacques Pessis. Alors la promesse, effectivement, un livre chez Grasset qui sort, qu'on va beaucoup évoquer aujourd'hui. Vous avez eu le privilège de connaître François Mitterrand et de le vivre au quotidien. Et vous le racontez. Alors le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre carrière aussi. Donc on va commencer par une séquence où on va parler de vous, avec une date qui ne correspond pas vraiment à vous, mais qui est importante. C'est le 24 février 1969. C'est ce jour-là que paraît dans le numéro 1 de Pif Gadget, Le Secret du Soleil, la première aventure de Rahan. Ah, Rahan. Ah oui, un de mes héros quand j'étais petite. Exactement. C'était un personnage préhistorique dans une fausse préhistoire. Et vous aimiez ces aventures? Ah oui. Alors je sais pas comment vous avez appris ça, mais c'est vrai que j'aimais bien Pif Gadget. D'abord il y avait des gadgets, les Pifis, les haricots sauteurs qu'on faisait sauter en les chauffant. Oui, Pif Gadget, c'était... Alors, il y avait le Grêlé 713, qui était un jeune résistant. Tout à fait. Il y avait Rahan, alors, Rahan, c'était l'homme de la préhistoire, c'était un sapiens, mais avec des arcades sourcilières très, très proéminentes. C'est-à-dire, on avait vraiment le sentiment qu'il était encore un peu néandertal, oui. Et à qui il arrivait des aventures extrêmes toutes les semaines. Exactement. Mais il s'en sortait toujours. Toujours. Et ça a duré jusqu'en 2010, puisque le scénariste André Chéret est mort, mais son fils Jean-François a pris la relève. Alors tout ça se passe à Orléans, où vous êtes né. Il y a un grand nombre de personnalités qui sont nées à Orléans, c'est incroyable. Alors je suis né à Dijon. À Dijon, mais vous avez grandi à Orléans. J'ai grandi à Orléans, absolument. Et à Orléans, je ne sais pas si vous le savez, mais un certain Pierre Dumarchais s'est inspiré d'Orléans pour prendre son nom, c'est Pierre Macorlan. Ah, Mac-Orléans. Exactement. Ah non, je ne le savais pas. Alors, à Orléans, vous arrivez parce que votre père est professeur d'histoire et enseigne la cagne à Orléans. Exactement, on est arrivé, on a fait, donc je suis né à Dijon, on a fait un stop à Langres, et très, très, très jolie ville, Diderot, et on est arrivé à Orléans, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et votre père, ce qui est extraordinaire, il est devenu professeur en ayant pris des cours du soir. Oui, il a commencé, alors c'est quelqu'un, mon père est ce qu'on dirait un surdoué, venant d'un milieu très modeste, qui, grâce d'ailleurs quelque part à la guerre, a évité l'école d'instituteur pour faire des études supérieures, je dirais directes. Et c'est un père, quand j'étais petite, qui était pas vraiment impressionnant parce qu'il ne montrait jamais son savoir. Mais il suffisait de lui poser une question, aussi complexe soit-elle, pour avoir une réponse. Et quand on disait « Oh, mais comment sais-tu ça ?» ou « Oh, formidable !» il disait « Mais tout le monde le sait. » Tout le monde le sait. Pour lui, le savoir semblait à l'enfant que j'étais quelque chose d'évident et finalement de facile. Oui, et vous avez pris la relève avec vos 2 frères parce que finalement, vous avez été élevés tous les 3, vous avez 2 frères, sur le même plan, grâce à Solange, votre mère, qui était assez féministe. Très féministe, féministe dans le sens progressiste, oui, il ne devait pas y avoir de différence, ce qui fait que, effectivement, moi j'ai cru très longtemps que le problème homme-femme dans le monde professionnel avait été réglé par la génération qui m'avait précédé et que j'allais arriver dans un monde où, effectivement, le jeu serait à égalité. Alors, les premières années, vous êtes une enfant sage qui va à l'école. Vous êtes première à l'école jusqu'à la 6e à peu près. Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire, oui, j'étais la première. Et puis, j'ai compris à partir de la 6e que être trop bonne en classe, c'était une fausse bonne idée parce qu'on était moins populaire. Donc, j'ai commencé à me mettre en roue libre et j'ai été en roue libre jusqu'en première. Alors, vos très jeunes années ont été marquées par des soirées qui se terminaient avec ce feuilleton. Bonne nuit les petits, vous avez été une fidèle de nounours. Ah, c'était les valeurs éducatives de ma maman. Il fallait
qu'on dorme. Le sommeil était essentiel pour faire un enfant épanoui. Et donc, j'avais droit à regarder Nounours et Pimprenelle. Et après, c'était au lit. Nounours et Pimprenelle, je crois que ça devait être à 7h30 ou 8h moins le quart. Oui, 19h50, oui. 19h50, voilà. À 20h, c'était dodo, avec une seule exception qui était la piste aux étoiles, où on avait le droit, à ce moment-là, de se coucher plus tard, une fois par mois. Oui, car c'était le mercredi soir et il n'y avait pas d'école le jeudi. Exactement. Donc, on regardait la piste aux étoiles, on regardait les artistes. Non, on ne peut pas dire que j'ai été noyé dans mon enfance par la télévision. C'était toujours à dose assez homéopathique. Voilà. Mais Bonne Nuit des Petits, il faut savoir qu'au départ, ça a démarré pour 12 épisodes. Et ça a marché, il y en a eu 800. Et qu'au départ, ils avaient appelé les personnages Gros Ours. C'était Petit Louis et Mirabel. Il y a eu des problèmes de droit. Ensuite, c'est pour ça que Nicolas et Pimprenelle sont nés, pour votre culture générale. Et j'apprends plein de choses aujourd'hui, c'est formidable. Alors, le bac se passe normalement. Et alors, vous allez faire des classes scientifiques. Et là, vous partez directement à Sceaux, au lycée Lacanal. Oui, alors c'était pas que les sciences m'attiraient beaucoup à l'époque. D'ailleurs, je pense que je dois être la seule agrégée de physique à avoir 8 au bac en physique. Oui. Non, j'aimais pas vraiment ça, mais je savais pas trop ce que je voulais faire et on m'a dit une classe prépa et puis ça permet de mûrir. J'étais en avance, donc voilà. Je suis allé faire ça sans passion et puis j'ai eu la chance de rencontrer à Lacanal un professeur de physique, Lucien Bourdelet, je le cite, qui m'a donné qui m'a fait comprendre ce qu'était la physique. Oui, et puis je pense aussi que l'influence de votre père a été déterminante parce qu'il a dit que vous étiez nul en physique et ça vous a titillé. Oui, il m'a dit, c'était pire que ça. Hein. Il a regardé mon bulletin scolaire en première, je crois, premier trimestre. Il regarde et il dit, oui, t'es pas vraiment une scientifique. Et alors là, j'ai dit, je n'ai pas réagi, mais j'ai dit, in petto, toi mon coco, je vais te montrer de quoi je suis capable. Voilà, et résultat, vous avez été agrégé de physique. Alors vous avez fait aussi, je crois, Anne Lauvergeon, Voltaire et La Source à Orléans. Oui, absolument. Vous êtes revenu à Orléans pour... Ah, je suis jamais revenu, non, venu voir mes parents, oui. Et je continue, j'y étais hier soir d'ailleurs, chez mes parents à Orléans, mais non, je suis jamais retourné. Mais enfin, c'était vos études importantes puisque vous finissez à Normal Sup. Oui, absolument, mais à partir de Lacanal, oui. je fais Normal Sup, oui. Et ensuite, c'est l'agrégation de physique, et vraiment, c'est l'une de vos rares distractions à cette époque, je sais ce que c'est. Les Rolling Stones, ça aussi, ça faisait partie de votre culture personnelle. Ah oui. Puis I Can Get No Satisfaction, je le ressentais un peu à l'époque. Hein. Oui. En classe prépa, vous savez, vous n'avez pas une gigantesque satisfaction de vivre. Et Mick Jagger, d'ailleurs, devait au départ faire une école de sciences économiques, très importante à Londres. Et puis, il a mal tourné, il a rencontré un copain sur un quai de métro, Keith Richards, et ils ont fait les Rolling Stones. Absolument. Le destin. Hein. Alors, le destin, justement, pour vous, c'est qu'après l'agrégation de physique, après Normal Sup, vous vous retrouvez à l'école des mines. Ça aussi, c'était peut-être pas prévu au départ. Non, d'abord je ne savais pas qu'existait le corps des mines. J'ai découvert ça à l'école normale supérieure, puisque Georges Pompidou, en fait, le corps des mines recrute les 10-12 premiers de Polytechnique, et puis 1-2 normaliens par an, et grâce à Georges Pompidou, qui était normalien. Et j'ai appris que ça existait, et je me suis présenté, et ils ont bien voulu me prendre. Mais l'école des mines, c'est une des premières écoles d'ingénieurs, puisque c'est le 19 mars 1783, sur ordonnance du roi Louis XVI, qu'elle a été créée dans le but de former des directeurs intelligents pour les mines du Royaume de France. Exactement, c'est vraiment beaucoup de choses. Non, on a toujours tendance à penser que tout a été créé par Napoléon, et c'est vrai qu'il a été très créatif et créateur, mais Louis XVI avait déjà commencé l'école des ponts, l'école des mines, il a déjà commencé son œuvre. Et votre père est d'autant plus fier de vous que vos deux frères aussi font Polytechnique et Centrale. Oui, et on n'était pas vraiment des scientifiques. Hein. Alors, mon père était professeur en Cagne, il voyait donc beaucoup passer de littéraire, et il nous a toujours dit, nous on est nés quand même dans la foulée du démarrage du chômage de masse en France, 74, 75, et donc c'était pour être littéraire, pour faire des études littéraires et s'en sortir, il faut vraiment être
très très bon. Et dans son œil, on voyait qu'on n'était pas forcément très très bon, donc on est allé faire des sciences. Mais on est resté avec tous les trois avec un vrai intérêt littéraire. Oui, mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est le travail que vous avez accompli. Parce que pour faire toutes ces écoles, il faut travailler pratiquement jour et nuit, Anne Lauvergeon. Jour et nuit, non. Moi, j'ai été habituée à dormir. Ça, c'est l'enseignement de ma maman et j'y suis restée assez fidèle. Il faut dormir suffisamment les nuits. Non, j'ai travaillé, oui. Je pense que ce que je sais faire assez bien, c'est travailler efficacement. C'est-à-dire, quand je travaille, je suis à fond dedans et pas à moitié. Donc, j'essaie d'être efficace. Et puis, surtout, les femmes n'étaient pas si nombreuses que ça à l'époque dans ces écoles. Elles n'étaient pas si nombreuses que ça, et j'ose dire qu'elles ne sont toujours pas si nombreuses que ça. On est dans les écoles d'ingénieurs, on était monté à 20-25%. Là, on est redescendu avec la réforme Blanquer, puisque en fait, ce sont les jeunes filles qui, pour beaucoup, se sont dit faire de la géopolitique, sciences économiques, laisser tomber maths et physique, c'est plutôt une bonne idée, parce que en général, elles sont plus mûres que les garçons, donc elles sont plus attirées par des choses, voilà. Le résultat, c'est qu'on a une chute des femmes dans les classes préparatoires et dans les sciences en général. Donc on va devoir remonter à nouveau les pourcentages et ça va être difficile. Oui, ça c'est le futur, mais on va revenir au passé avec une autre date, le 15 juillet 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Lauvergeon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Lauvergeon. On a commencé à évoquer votre parcours, on va y revenir. Et puis vous publiez La Promesse, un livre étonnant chez Grasset sur François Mitterrand. On va expliquer tout à l'heure pourquoi ça s'appelle La Promesse. Alors, j'ai trouvé une date intéressante, c'est le 15 juillet 1991. D'après les archives de la télévision, c'est votre première télé. Ça se passe à Londres. Vous arrivez au sommet du G7 en retard avec Mitterrand, ce que souligne le journaliste. Ah. Et c'est la première fois que vous êtes à la télévision. Et c'est vrai que ce jour-là, vous étiez en retard au dîner officiel. Ce n'était pas de mon fait. Non, on est d'accord. Mais je peux peut-être vous raconter pourquoi on était en retard. Exactement. On était en retard parce que, et ça je l'ai compris, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que pour moi être à l'heure faisait partie des obligations. François Mitterrand, quand il était devant un sujet compliqué à venir, avait besoin de se retrouver, je dirais, de décanter, de prendre un peu de temps. Et il aimait bien le faire au contact de la nature, si c'était possible. Donc là, au lieu de prendre la voiture, les voitures, le cortège qui l'attendait à la sortie de l'hôtel, pour faire tout le tour de Green Park par l'extérieur et l'amener au lieu du dîner, il a préféré partir à pied, à la surprise générale. Et pourquoi ? Parce que ce dîner était un dîner très important. C'était le dîner où on était en G7+1, c'est-à-dire les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés, plus Mikhaïl Gorbatchev. Et le sujet, c'est faut-il aider ou non l'URSS à se transformer, ou faut-il les laisser dans leur coin sans s'en occuper ? Alors vous aviez un certain nombre de pays qui étaient pour les aider à faire cette transformation. Il y avait le Canada, il y avait l'Italie, il y avait la France, il y avait l'Allemagne. Et puis il y avait ceux qui étaient contre, c'était la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon. Alors pour des raisons différentes, mais c'était on les laisse, Gorbatchev, on le laisse dans son coin. Et François Mitterrand savait, bon alors en général dans ces sommet, vous avez une demi-heure de cocktail debout, à siroter et du small talk. Et puis, les choses commencent sérieusement à table. Et aller passer une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter en prenant l'apéritif, ça l'agaçait. Donc, il a remplacé une grande partie de l'apéritif par une promenade à travers Green Park. Et ça, j'ai fini par comprendre, moi, en le voyant dans des occasions différentes, c'était une façon de se reconcentrer sur comment est-ce qu'il allait essayer de convaincre ses collègues de prendre la ligne française. D'ailleurs, il était tellement en retard, je crois qu'il y avait une pendule qui ne fonctionnait pas dans son bureau, qui venait du pôle Nord, et jamais de montre. Alors, il n'avait jamais de montre, non, ça c'était... Alors, il avait une montre de Jean-Louis Etienne, la montre
qui avait été au pôle Nord avec Jean-Louis Etienne. Il y avait aussi une petite horloge, toute petite, mais derrière son fauteuil, donc qui n'était pas très très utile. Non, en fait, il était toujours à l'heure pour les choses auxquelles il devait vraiment être à l'heure. Et en même temps, affaire de temps, il considérait aussi que l'instant présent, quand il était intense, quand il était... C'est vrai que chaque instant est unique. On a toujours tendance, de manière un peu absurde, à courir après des choses, à arrêter finalement un échange qui est pas... Bon, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. S'amputer soi-même de moments forts, pourquoi ? Et donc c'était aussi, je pense, une forme à la fois de liberté et de vivre sa vie un peu différemment. Et ce qui est curieux, Anne Lauvergeon, c'est qu'un jour, le roi Hassan II du Maroc est en retard et François Mitterrand le prend très mal. Oui, là c'était quand même, il y avait tous les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Il est arrivé, je pense, avec 1h30 de retard. Ah oui, donc, c'est beaucoup, oui. Et tout le monde l'attendait. Ouais. Oui, c'était long quand même. Et vous avez été en retard, Anne Lauvergeon, qu'une seule fois, à cause d'une discussion prolongée avec Costa Gavras. Ah oui. Et ça, il aimait pas trop attendre. On était en train de... C'était un dîner absolument extraordinaire, voyage en Grèce, avec les autorités grecques, et puis un dîner offert chez lui par un Métis Theodorakis, avec Jules Dassin, Mélina Mercouri, il y avait Costa Gavras qui avait accompagné le président. Enfin, c'était honnêtement un dîner extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire vous aviez tous les grands intellectuels grecs qui étaient plus ou moins fâchés parce qu'ils avaient suivi après la période des colonels et la résistance qui avait été leur point commun. Ils avaient suivi des évolutions un peu différentes, mais ils s'étaient retrouvés là. Et c'était bon. Et c'est vrai que moi je me suis attardé, j'ai pas vu le temps passer et le cortège était parti. Et quand un cortège présidentiel part, vous savez, vous pouvez toujours courir après, il s'arrête pas. Donc on est arrivé, on a trouvé un taxi, on est arrivé à l'aéroport avec Costa Gavras et effectivement François Mitterrand n'adorait pas que les autres soient en retard. À ce dîner, il y avait Mélina Mercouri qui a fait une campagne pour être députée extraordinaire dans les cafés. Et si elle avait vécu, je pense qu'elle aurait été présidente de la Grèce. Oh, elle avait un charisme extraordinaire. Moi je pense qu'objectivement, quelque chose s'était passé entre nous. Et elle vous appelait au téléphone sur des tas de sujets, elle parlait. Alors, elle était, à l'époque, très, très choquée par le fait que le nouvel État, qui s'était appelé la République de Macédoine. Pour elle, la Macédoine, c'était la Grèce, et la Macédoine du Nord, d'ailleurs. C'est la Macédoine du Nord et la Macédoine du Sud. Mais comment pouvait-il revendiquer d'être la Macédoine qui était... Enfin, on aurait cru entendre Philippe II. Hein. Alors, le rapport au temps de François Mitterrand, Anne Lauvergeon, il y a un chanteur, et un duo plutôt, qui s'en est inspiré avec une chanson. Il faut laisser le temps au temps et nos amours auraient 15 ans. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Didier Barbelivien, Félix Gray, leur second succès. Et ils sont inspirés de François Mitterrand qui avait dit... il faut laisser du temps au temps. Oui. Alors là, il y a une légende parce que certains disent que Edgar Faure l'a dit avant lui. Et vous dites dans votre livre que c'est une phrase qui remonte à beaucoup plus tôt. Bah, oui, moi, trouver l'origine. C'est une phrase qui finalement a fait mouche parce qu'on est rentré dans des périodes, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où on a le sentiment qu'on n'a jamais le temps, qu'il faut faire tout en immédiateté et sans prendre la profondeur du temps. Une bonne décision, elle peut être bonne si on prend le temps de l'expliquer, si on prend le temps de la concertation, si on prend le temps du mûrissement, elle peut être mauvaise sinon. Donc je trouve qu'il faut laisser du temps au temps, c'est presque une provocation par rapport au monde dans lequel nous vivons. Oui, mais en même temps, c'est pas si mal que ça. Et je pense que ça a un vrai fond. Alors, François Mitterrand a pris du temps justement pour vous engager, parce qu'au départ, après le parcours des mines, vous avez travaillé dans différents endroits, Usinor et autres, vous ne vous attendiez pas du tout à rejoindre l'Élysée.
Ah, pas du tout. Moi, je m'y attendais absolument pas. C'est un ancien de l'Élysée qui était directeur général de l'énergie et des matières premières qui m'a demandé un jour, tiens, il y a un poste qui va se libérer, je le sais, à l'Élysée, sur le commerce extérieur, l'économie internationale. C'est pas vraiment votre profil, mais si ça vous intéresse, écoutez, donnez-moi un CV. Oui. Je le ferai passer. Et vraiment, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment la bouteille à la mer. Et j'avais aucune des caractéristiques. J'étais pas au Parti socialiste, j'étais pas énarque. Enfin bon, j'étais hors sujet, je dirais. Oui, mais vous aviez un point commun avec François Mitterrand, ce sont vos origines à la campagne. Oui, alors j'avais des grands-parents nivernais. Voilà. Et ça, je pense que ça a peut-être compté. Oui, parce que finalement, vous avez souvent parlé avec lui de ces régions qu'il adorait, parce qu'il adorait ces régions. Oui, alors je crois honnêtement qu'il a surestimé un tout petit peu au début ma relation avec la Nièvre. Moi, j'ai jamais vécu dans la Nièvre. Alors, c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui parce que la famille Lauvergeon a décidé que c'est moi qui récupérerais la maison familiale, ce qui m'a fait incinérer beaucoup d'argent. Mais oui, je suis plus nivernaise aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vos grands-parents maternels et paternels n'étaient pas d'accord sur François Mitterrand, Anne Lauvergeon. Ah, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai vraiment grandi en stéréophonie. Il y avait, du côté de mon père, c'était un milieu donc très modeste, laïque. Alors, plutôt de gauche, mais ils étaient surtout très mitterrandistes. Hein. Quand on avait dit le François, on avait tout dit. Et du côté de mes grands-parents maternels, que j'adorais tout autant. Alors là, c'était des gens bourgeoisie, très catholiques, de droite. Et je me souviens de mon grand-père, que j'adorais, qui disait si Mitterrand, parce qu'on ne disait pas Mitterrand, si Mitterrand passe, je préférerais brûler mon argent dans la cour que de leur donner. Ça va être n'importe quoi, les chars soviétiques. Enfin, c'était voilà. Donc j'avais deux visions extrêmement différentes. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs une façon de gérer sa propre liberté. Exactement. Et puis en plus, ils ont dû être surpris à une date qu'on va évoquer dans quelques instants, le 1er février 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Lauvergeon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Lauvergeon, votre livre La Promesse chez Grasset, un livre consacré à François Mitterrand. Et donc on a parlé de vos débuts, de votre arrivée à l'Élysée. Et justement, le 1er février 1990, je crois que c'est la date exacte de votre arrivée à l'Élysée. Ah, je suis terrifié. Terrifié, je me souviens je traverse le pont Alexandre III, que j'ai toujours trouvé le plus beau pont de Paris, je trouve ce pont absolument admirable, avec un nœud au ventre, une souffrance qui va m'accompagner pendant au moins les 3 premiers mois. C'est-à-dire, je me dis, je suis dans le syndrome, qui paraît-il très féminin, le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Je suis persuadé qu'ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite en me recrutant. Et j'ai une image en tête qui est celle du capitaine Dreyfus. Je m'imagine dans la cour de l'Élysée où ils vont m'arracher, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'insigne. Mais je me dis, ça va se terminer comme ça va se terminer de manière horrible. Je suis stressé de manière épouvantable. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été recruté au départ et comment ? Non. J'ai vu le secrétaire général adjoint, Christian Sauter, j'ai vu Jean-Louis Bianco, secrétaire général. J'ai dit d'ailleurs, j'ai eu le malheur de dire à Jean-Louis Bianco qui me demande « Mais si on vous proposait le poste, est-ce que vous viendriez ?» Et je lui ai répondu, je répondrais « Banco ». Oui. Dire Banco à Bianco, il faut le faire. Exactement. Je me dis, mais c'est du suicide en direct, enfin c'est n'importe quoi. Donc non, je ne m'attends pas forcément. Et a posteriori, d'ailleurs, je découvrirais qu'il y avait beaucoup de candidats, ce que j'ignorais, et qu'il y avait beaucoup de candidats qui étaient tous en charge du commerce extérieur dans les différents ministères, à Matignon, etc. Donc des gens qui avaient, sur le papier, une bien meilleure connaissance que moi du sujet. Mais résultat, en février, vous devenez chargé de mission pour le commerce extérieur et l'économie internationale. Et en novembre, paf, promotion immédiate, secrétaire général adjoint. Ouais. Et Sherpa. Ah, alors, ça s'est passé un peu en 2 temps. Le président
me propose de prendre la succession de Jacques Attali comme Sherpa. Alors là, re-imposteur, re-impostrice, la catastrophe. Puis là, comme j'ai préparé avec Jacques Attali et Sommet, je vois très bien ce que c'est. Et puis, j'entends dire aussi qu'il veut me nommer secrétaire général adjoint. Alors, je suis un peu soulagé. Je me dis, bon, il a changé d'avis. Et en fait, il veut me nommer aux 2 postes. Donc, j'ai 31 ans. Je remplaçais deux poids lourds de l'Élysée et prendre à la fois le secrétaire général adjoint, c'est lui qui fait, je dirais, chef de gare dans le système des nouvelles lois, etc. Conseil des ministres et autres, et puis tout ce qui est interne. Et puis Sherpa, c'est tout ce qui est international. Donc, je me dis, c'est pas possible. Et je lui explique que je ne peux pas prendre les 2. Oui. Et il me donne 1 mois pour réfléchir. Je reviens en disant non. Et il m'explique, mais non, mais vous savez dire non avec le sourire. Oui. Je vous dis non avec le sourire. Oui. Et en fait, je suis sorti de cette négociation. Il m'a dit, la seule chose que j'accepterais, c'est que vous me disiez que vous souhaitez avoir un enfant dans l'année. Ça, je comprendrais très bien que ça soit contradictoire. Mais sinon, voilà. Donc, je suis parti avec les 2 charges. Et c'est vrai que ça a été quand même très rude. Oui, mais si vous avez choisi aussi, c'est parce que vous êtes l'anti-technocrate. Et il déteste les cuistres et les technocrates, François Mitterrand. Je crois, oui. Alors, je ne sais pas si je suis l'anti-technocrate. Je suis quand même une techno quelque part. Oui. Mais disons que je n'ai pas ni l'éthique, ni les préventions, ni la façon un peu étroite de juger de tout. Je pense que oui, j'essaye d'être... et peut-être aussi une dimension un peu littéraire, c'est-à-dire que j'essaye, toutes les notes que je lui ai faites, j'ai essayé de les faire avec une certaine profondeur. Alors justement, vous devenez la faiseuse de notes spécialisée et vous ne savez pas au départ s'il les lit vraiment et vous allez comprendre un jour à cause d'une faute d'orthographe qu'il les lit, Anne Lauvergeon. Mais une faute d'orthographe que j'ai sciemment introduite. D'accord. Sur une note sur la dette polonaise. Vous comprenez que 3 pages sur la dette polonaise, c'est pas extraordinairement sexy. Et comme les notes reviennent en général avec vue, vous dites, est-ce qu'il l'a vraiment lu ? Et donc, à la page 2, j'ai introduit un accord avec un participe passé et le verbe avoir, donc c'était pas terrible. Et aux merveilles, ma note revient avec un vu, mais à 2e page, la faute entourée avec une flèche, et dans la marge, c'était marqué « Oh !» point d'exclamation. J'ai dit, génial, mon piège a fonctionné, il est tombé dedans, et il me lit, même quand je fais des notes sur des sujets vraiment pas très, très attractifs. Et au départ, Anne Lauvergeon, vous avez un bureau tranquille au 2e étage, et il vous demande d'être à côté de lui. Oui, Jacques Attali est parti pour la Baird, à Londres. Effectivement, il me demande de m'installer. Alors là, je dois dire que je n'accueille pas cette décision de gaieté de cœur parce que dans mon 2e étage, j'étais à peu près tranquille. D'abord, ça me permettait de monter et descendre les étages. Ça me faisait c'était bon pour la gym. Et j'ai pas le choix, donc je m'installe à côté, oui. Et résultat, il va venir en frappant toujours à la porte. Toujours. Galamment. Un voisin extrêmement poli, extrêmement soucieux de votre domaine, de votre espace, comme il est soucieux lui-même qu'on n'envahisse pas non plus son espace. Oui, et en même temps, d'ailleurs, à n'importe quel moment, il vous dit, allez, on va aller déjeuner, on va aller dîner, ça aussi, c'est une tradition. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui est assez extraordinaire chez lui, surtout que la maladie va finir par arriver, c'est cette capacité à... On rentre d'un voyage, tout le monde est fatigué, il y a eu plein de trucs, allez hop, vous êtes libre. Alors toujours, vous êtes libre. Oui. Bien sûr, je ne suis pas libre, mais je dis oui, je suis libre. Vous êtes libre ce soir, allez hop, on va dîner. Alors, il monte des dîners comme ça, 4-5 personnes, 6-7, avec des gens très différents. C'est en même temps, vous vous rendez compte, c'est
passionnant. Moi, j'ai eu des dîners, il aurait fallu, si j'avais pu, il aurait fallu les enregistrer, les filmer. C'était fantastique, avec des intellectuels, avec des politiques, avec toutes sortes de gens différents. Et puis, vous découvrez les dîners du dimanche soir rue de Bièvre chez lui, où il y a une table ronde assez particulière. Alors, il y a des tables rondes comme ça dans beaucoup d'endroits. Hein. Il y en a une rue de Bièvre, il y en a une à Latché, il y en a une dans les appartements privés, à l'Élysée. Vous savez, c'est des tables rondes finalement chinoises. Oui. C'est-à-dire, vous avez une table à l'intérieur et vous pouvez tourner la table pour partager les mets. Et donc là, il adore. Il adore. Et le dimanche soir, c'est quand même la transition avec cette seconde famille, avec Mazarine, dont vous avez ignoré l'existence pendant des années à l'Auvergeon. Alors, on m'a dit qu'elle existait assez rapidement, d'ailleurs, après mon arrivée. Il y a un des conseillers du service de presse qui m'a expliqué que, voilà, il avait une fille qui avait 13-14 ans, et plus jeune, il allait dans une boulangerie avec elle, elle lui disait « Papa, je veux un pain au chocolat », et bon, c'est pas possible, mais si c'était vrai, mais tout le monde le saurait, enfin bon, j'étais extrêmement sceptique, jusqu'au moment où effectivement, un soir, il me demande... il me dit, voilà, est-ce que vous pourriez vérifier si une jeune fille, Mazarine Pinjot, a bien été reçue à l'école normale supérieure? Alors, je dis, quelle école normale supérieure? Voilà, Fontenay-Saint-Cloud. J'appelle, on me dit oui. Alors, il revient, je dis oui, elle a bien été reçue. Alors, il le savait, c'était... Ah, il me dit, vous ne serez plus la seule normalienne de mon proche entourage. Et puis il repart vers son bureau. Et en fait, il revient. Et il peut pas le garder pour lui. Quand on connaît la capacité de François Mitterrand de tenir ses émotions, c'était quand même intense. Et fou de bonheur, il me dit, c'est ma fille. Voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, moi, Marlène Dietrich, qui vivait chez elle recluse, m'appelle un jour, elle me téléphone, elle me dit « Vous savez que François Mitterrand a une fille, Mazarine, personne ne le savait. » Et je dis « Mais Marlène, comment savez-vous ça ?» Et elle me répond « Quand on a travaillé avec les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. » Oh. Elle était au courant. Alors, il se trouve aussi que il y a eu d'autres femmes dans sa vie, et il y a eu quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie. Écoutez sa voix. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image. Catherine Langer, Marie-Louise Terrasse, de son vrai nom, qui a été son premier grand amour, ce que vous racontez dans ce livre. Un premier amour totalement ravageur, c'est-à-dire que lui, il est tombé le coup de foudre. Il va avec son frère à un bal de l'école normale supérieure. Décidément, il y a beaucoup d'écoles normales supérieures dans cette histoire. Elle est là, parce que son frère est rentré à l'école normale supérieure. Elle fait jeune fille, etc. Il la voit et il tombe fou d'amour. Donc ça se passe en 1937, je crois. 37-38, oui. Et il n'a de cesse que de l'épouser. C'est obsessionnel. Mais malheureusement, elle va partir vers un autre homme, mais il va quand même garder des bons rapports, puisqu'il téléphone un jour à son ancien chef de cabinet, Jean Darcy, en disant « Vous êtes à la télévision maintenant, est-ce qu'il y a une place pour elle ?» Et c'est comme ça qu'elle va démarrer. Exactement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a toute sa vie, il lui envoie des fleurs le jour de son anniversaire, le jour de leur fiançailles, puisqu'ils ont été fiancés. Pendant la guerre, en 40, lors d'une permission. Et c'est vraiment... Finalement, c'est ce que j'appelle le fidèle infidèle, parce que il y a une fidélité totale, c'est-à-dire que pour lui, Marie-Louise Terrasse, surnommée Zou va rester unique. Et puis, il va épouser Daniel après avoir vu une photo d'elle chez Christine Goudrénal, sa sœur. Oui, c'est incroyable. Alors, il va la rencontrer pour de vrai parce que lui, dans son réseau de résistance, il s'appelle Morland, est menacé. Un certain nombre de gens ont été arrêtés. Donc, il part se mettre au vert chez les parents, à la fois de Christine et de Daniel. Et comme à chaque fois, d'ailleurs, c'est très étonnant, il séduit les parents.
Il avait séduit les parents de Marie-Louise Terrasse. Il séduit les parents aussi de Daniel, qui, elle, au début, le trouve vieux. Pour elle, toute jeune. Et pas forcément. Et puis elle va finir par craquer. Voilà. Et il dira quand même un jour, et il vous l'a confié, je n'aurais jamais dû me marier. Ah oui, il disait... Il était très ambivalent sur le mariage. C'est-à-dire, il y avait le côté... il admirait beaucoup ce qu'il appelait les vrais couples. Il admirait beaucoup les gens, vous voyez, typiques noces d'or, main dans la main, yeux dans les yeux, qui s'aiment au corps, etc. Ça, pour lui, c'était extraordinaire. Et en même temps, peut-être parce qu'il avait vu beaucoup d'autres choses et vécu d'autres choses, c'est pourquoi se marier ? Oui, et effectivement, il a vécu beaucoup de choses. Vous en racontez énormément dans ce livre, dont on va continuer à parler à travers la date de sa sortie, le 17 avril 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Lauvergeon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Lauvergeon. On a parlé de votre carrière, de votre arrivée chez François Mitterrand. Et justement, tout ça figure dans un livre qui est sorti le 17 avril 2024. Il s'intitule La promesse, il est chez Grasset. Et le titre n'a pas été choisi au hasard, Anne Lauvergeon. Non, puisque c'est une promesse qu'il m'a demandé d'écrire un jour sur ce que j'avais observé, vu, échangé avec lui. J'y étais assez récalcitrante parce que déjà avait commencé, on était en 1994, avaient commencé les Mitterrand et moi, ou les moi et Mitterrand, ou les moi et Mitterrand, et j'avais pas du tout envie d'ajouter quoi que ce soit là-dessus. Mais il m'a dit, mais tu pourras le faire dans 20 ans, 25 ans, fais-le. Donc je me suis dit 25 ans, oui, pourquoi pas. Donc j'ai dit oui. J'ai mis 30 ans quand même. Oui, oui mais je l'ai fait. Vous l'avez fait. J'ai rempli ma promesse. Et d'ailleurs, ce jour-là, le jour où il vous a proposé d'écrire ce livre, c'est ce jour-là qu'il a commencé à vous tutoyer, Anne Lauvergeon. Ah non. Ah non. Non, c'est pas ce jour-là. Non, on se tutoyait déjà. En fait, un jour, c'était lors d'un déjeuner, il me demande, on pourrait peut-être se tutoyer. Et alors là, je reste un peu muette et dans ma tête vient une idée, je suis parfois un peu impertinente, me vient l'idée de François Mitterrand au Parti socialiste, à l'Assemblée nationale. En politique, on tutoie beaucoup. Les gens lui demandaient très souvent, on pourrait se tutoyer. Et il répondait, comme vous voulez. Qui était une façon très claire de dire il n'en est pas question. Et je me dis, je vais lui répondre comme vous voulez, voilà. Histoire de lui renvoyer le... Oh, puis je me suis dit quand même, non, c'est quand même une opportunité historique, je vais quand même pas la gâcher pour faire de l'esprit. Voilà, donc en fait, on s'est mis à se tutoyer quand on était en tête-à-tête, et quand on parlait pas travail. C'est-à-dire que... quand il était aussi... quand je disais quelque chose qui lui plaisait pas ou autre, on repassait au vouvoiement, on mettait la distance, voilà. Donc oui, j'ai tutoyé François Mitterrand, ce qui est plutôt rare, puisque c'était quand même un privilège qui était plutôt celui de tous les gens qui l'avaient connu très jeune, sa famille, bien sûr. Alors, il se trouve aussi que dans ce livre, vous racontez Mitterrand au quotidien, mais aussi le parcours de François Mitterrand. Et vous racontez, Anne Lauvergeon, qu'il a débuté comme journaliste et comme rédacteur en chef de Votre Beauté, et qu'à l'époque, il voulait être éditeur et être le rival de Gallimard. Mais absolument, il rêvait d'être éditeur. Alors, c'était un peu Votre Beauté, c'était une publication sponsorisée par L'Oréal. Bon, je pense pas que L'Oréal aurait voulu transformer Votre Beauté en une édition, surtout d'œuvres, j'imagine, un peu littéraires. Mais oui, il a caressé cette idée, qu'il a échangé d'ailleurs avec un certain nombre de personnes
là-dessus. Et il se trouve qu'à l'époque, L'Oréal avait lancé déjà un autre magazine, L'Oréal Humoristique, qui était le complément de Votre Beauté, en 1935. Et je pense que ça n'aurait pas marché avec François Mitterrand. Je ne pense pas non plus, c'était pas le genre. Alors, il y avait aussi sa façon de vivre dans les maisons, car il était très attaché aux maisons. Et vous évoquez, bien sûr, Latché, mais il y a une autre maison qu'on connaît mal, qu'il a louée pendant des années et qu'il aurait voulu acheter, Anne Lauvergeon. Oui, c'est celle de Champagne. Alors, Champagne n'est pas en Champagne, Champagne est dans la Nièvre. C'est un village qui est sur une colline au-dessus du canal du Nivernais et de Lyon. C'est un très beau village, très très beau. Et il louait une maison qui n'avait pas le confort moderne, mais qui était intrinsèquement jolie, qui avait appartenu à un des sénateurs de la Nièvre. Et il aurait voulu l'acheter, il ne l'a jamais acheté. C'est l'un de ses regrets, je crois. Oui, alors il ne l'a pas acheté parce qu'au même moment, il y a eu Osgore et Daniel qui voulaient absolument du soleil. Le changement climatique, la Nièvre devient un endroit beaucoup plus ensoleillé qu'il n'a été, mais enfin à l'époque, elle voulait quelque chose d'autre. Voilà. Alors lui, à Osgore, il allait jouer au golf et pas du tout sur la plage. Mais il y avait aussi l'hôtel du Vieux-Morvan qui est célèbre. Oui. Et ce que vous racontez dans ce livre, c'est que pendant ses campagnes, il prenait le train par tous les temps, François Mitterrand. Ah, il me décrivait ce que je connais maintenant, c'est la Roche-Migène, changement de train à 3h du matin. Alors je ne change pas le train à 3h du matin, mais finalement, être en triangle entre Paris, la Nièvre et Osgore, c'était effectivement très très exigeant. Mais François Mitterrand, c'était quelqu'un qui voulait, on le disait tout à l'heure, profiter de l'instant présent, etc., mais très dur avec lui-même aussi. Oui, et il habitait à Paris, rue Guynemer, et je ne sais pas si vous le savez, mais 3 étages au-dessus, il y avait Mariti et Gilbert Carpentier qui préparaient les émissions de radio. J'ai connu Mariti et Gilbert Carpentier parce qu'ils avaient fait une émission dans les sous-sols les anciennes carrières de la ville de Paris, oui, sur laquelle j'étais en charge. Voilà, c'était les voisins. C'est comme ça que j'ai rencontré un certain nombre de chanteurs qu'on avait fait descendre à 20 mètres de profondeur. Oui, il faut savoir prendre de la hauteur. Alors, ce qui est étonnant aussi, ce que vous racontez, Anne Lauvergeon, c'est que François Mitterrand n'est jamais rentré dans un palais présidentiel avant d'être élu. Ah oui, 24 ans d'opposition, à partir de 1958, d'opposition totale. C'est-à-dire aucun palais de la République, aucune préfecture. C'est une opposition que personne n'assumerait aujourd'hui. Moi, j'ai vu tellement d'opposants féroces venir aux décorations à l'Élysée avec... ne pas être écarté de ce qui se passe. Non, ça y est, c'était une vraie opposition. Vous appelez ces gens-là les tournesols, je crois. Les courtisans, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des fidélités successives. Oui, et parfois, le changement est très rapide. C'est absolument extraordinaire. C'est fabuleux. Alors, il se trouve aussi qu'en 1974, Georges Pompidou meurt. Il est chez LIP. Roger Cazes lui annonce la nouvelle avant tout le monde. Il sort. Avant de payer la note, Roger Cazes tente de le rattraper en disant « mais la note ». Et il répond « vous me l'enverrez au Palais d'Élysée ». Bon, il a fallu 7 ans pour qu'il y soit. Ah, je ne connais pas cette anecdote. Elle est authentique. Et surtout, c'est à Vézelay, je crois, qu'il a pris sa décision de se présenter en 1974. Oui, 1974 et 81. Et d'ailleurs, il le raconte lui-même, ce qui pour un... faut imaginer le Parti socialiste de l'époque, dire qu'on va... à la Sainte-Madeleine de Vézelay pour savoir si on est candidat ou pas, c'est pas quand même, c'est pas très usuel. Non. Mais on comprend que Vézelay, moi je suis très sensible à l'ambiance de Vézelay, à la force du monument. Alors en plus, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais il a été entièrement ravalé. Complètement. Tout blanc. Comme si c'était tout neuf. Et puis, alors justement, dans les choses importantes, à part Vézelay, il y avait le Roche de Solutré. Alors, il y a le chemin qu'on connaît, qu'on a vu à la télévision, mais il y a aussi le second parcours que vous avez vécu avec les saucissonneries et le déjeuner qu'on ne connaît pas, Anne Lauvergeon. Ah, mais il y a toujours des rituels dans les rituels. C'est-à-dire, alors les rituels pour François Mitterrand sont très importants. Alors, effectivement, la Roche de Solutré, où à partir de 1981, il y avait tous les médias qui soit faisaient la montée, soit le retrouvaient en bas.
Mais une fois tout ça terminé, il rejoignait une famille, je crois, de Saint-Étienne, pour saucissonner gentiment, qui n'ont jamais rien dit à personne. Donc vraiment, la famille étendue, hein, il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis derrière, un restaurant, toujours le même menu, puisque c'est un rituel. Donc on est poulet à la crème et crème au chocolat, ouais. Voilà. Et puis, il y avait aussi tout le rituel qui était associé, qui était lié à Lamartine, avec, déclamait des vers de Lamartine, on allait sur le tombeau de Lamartine. Donc, l'aspect rituel, pour lui, était très important. Alors, c'était une façon de se souvenir, c'était une façon aussi d'être fidèle à ce qu'on a été et à ce que les autres ont été. Par exemple, ce qu'il faisait, alors je n'ai vu aucun de ses successeurs le faire, c'est qu'il décorait 10 à 12 personnes dans les grands salons de l'Élysée, sans une note, sans rien. Des gens qu'il connaissait, des gens qu'il ne connaissait pas. Et il leur faisait un discours sur leur vie, ce qu'ils avaient fait, etc. Et ça aussi, c'était un rituel qui, pour lui, avait valeur de test également. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me souvenir de tout ? Il s'est jamais trompé sur rien. Ses successeurs lisent un texte. Oui. Ce qui, entre nous, quand vous êtes décoré vous-même, doit avoir une saveur un peu moindre. Nous sommes bien d'accord. Alors, il se trouve aussi qu'il y avait un regret dans ces déjeuners à Solutré, c'est qu'il aurait aimé entendre des chansons comme celle-ci. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, c'est pour Étoile des neiges, d'ailleurs, qui est une chanson, on le sait peu, traduite par Francis Blanche, qui travaillait à l'époque chez un éditeur et traduisait des chansons américaines. Ah ben, je ne savais pas. Alors oui, il regrettait le temps des banquets républicains, où finalement, où des mariages, des événements, les gens à la fin se mettaient à chanter. Alors il y avait Étoile des neiges, il y avait toute une série et les gens chantaient ensemble, chantaient juste, chantaient faux, mais il y avait une espèce de communion et de réalisation éphémère, mais significative. Oui, il regrettait beaucoup que ça n'existe plus. Alors, il se trouve aussi qu'il y avait les karaokés maintenant. Hein. Il y a les karaokés, c'est autre chose. Mais je le vois mal faire un karaoké. Non. Et puis, il y avait un autre rituel très important, et ça, c'était essentiel. C'était les discours des vœux. Pour les vœux. Et ça, à Nauvergeon, on ne le sait pas assez, vous le racontez, François Mitterrand mettait plusieurs jours à écrire avec un Waterman les vœux aux Français. Ah ben pour lui, toute rédaction de discours important était un travail avec un papier, un stylo, un gros stylo Waterman. Il y avait une grosse écriture en bleu outre-mer et c'était un travail personnel. Alors, il pouvait vous demander des éléments, il pouvait les intégrer, mais à la fin, c'est lui qui faisait. Et pour lui, c'était aussi un homme politique qui doit travailler et donner de lui-même aussi dans la façon dont il a d'exprimer les choses vis-à-vis des Français. Et pour lui, il y avait les hommes politiques qui travaillent, ou ceux qui finalement prennent ce que leur conseiller, alors aujourd'hui les conseillers comme, les spin doctors, les éléments de langage, ça c'était un terme qu'il détestait, les éléments de langage, comme si on pouvait quelque part me donner ce que j'ai à dire. Non. Non. Et alors les projets de discours en général, ça se passait il allait à la mutualité agricole, mettons, dans un événement, le conseiller en charge lui préparait un discours, et alors là, on commençait à mais vous avez vu, enfin, c'est pas possible, mais... Et pour lui, un discours, moi, il m'a beaucoup appris, c'est un sujet, un verbe, un complément, il faut que ça soit simple, le moins d'adjectifs possible. Les adverbes, alors là, c'est des trucs d'énarques. Les adverbes, les nonobstants, les machins, oh là là, stop. Et puis, le fait que vous parlez à quelqu'un. Vous ne parlez pas à une espèce de concept, vous parlez à des gens en vrai. Qu'est-ce qui les intéresse vraiment ?
quel est... Et alors, quand il se mettait à faire un discours, c'était un diesel. C'est-à-dire, ça démarrait un peu lentement. On se disait, oh là là, il n'a pas l'air bon. Et puis voilà. Et alors, quand il était vraiment à l'aise, quand on sentait que, bon, il mettait le coude sur le... Ah, et alors là, ça y est. Et il pouvait durer... Et puis alors, en général, effectivement, bon... le discours était mis de côté. Le célèbre discours qui termine devant le Parlement européen, son dernier discours devant le Parlement européen, quand il termine par « le nationalisme, c'est la guerre », c'était pas dans le discours. Et il avait lâché son discours depuis belle lurette. Parce que c'est ça qui marche. Pour ça qu'il y a eu standing ovation général, parce que il leur parlait de l'Europe, des nations, de ce qui était le plus important. Alors moi, je ne ferai pas de discours inutile. Je recommanderais à celles et ceux qui nous écoutent, de plus en plus nombreux, à lire La Promesse chez Grasset. Ce livre où on a évoqué quelques sujets, il y en a beaucoup d'autres. Merci d'avoir écrit, merci d'avoir tenu votre promesse, parce que c'est une leçon d'histoire et une leçon d'humanité. Merci Anne Lauvergeon. Merci infiniment, Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.